Salut les amis, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, nous allons parler de PV et de PVC sur Kubernetes, de persistant volume et de persistant volume claim. Suite à la vidéo que j'ai réalisée sur comment mettre en place des backups sur Kubernetes, vous m'avez dit en commentaire que vous souhaitez que j'aille en profondeur sur la notion de persistant volume et de persistant volume claim. Et je vais donc vous expliquer comment est-ce que ça fonctionne. On va déjà voir le pourquoi, ensuite on va voir le comment est-ce que ça se met en œuvre. Mais avant, si c'est la première fois que tu regardes une de nos vidéos, je suis Diran Tafé, formateur passionné dans le domaine du cloud, du DevOps, mais également en business, où j'accompagne les salariés à devenir freelance et les freelance à trouver de meilleures missions. Donc si l'un de ces trois sujets t'intéresse, je t'invite sans plus tarder à t'abonner à notre chaîne YouTube et à activer la cloche de notification pour être informé de l'ensemble de nos vidéos que l'on publie chaque semaine. Et de nous suivre également sur LinkedIn, car on publie chaque semaine une formation gratuite avec la présence d'un formateur en remote. Donc, nous allons maintenant débuter avec notre démonstration. Ma méthode pédagogique n'a pas changé, les amis. On commence en effet par le pourquoi. Alors, ce que vous devez savoir, je vais déjà vérifier la couleur de mon stylo, très bien. Lorsque vous déployez l'application sur Kubernetes, généralement l'objet le plus petit que vous avez, c'est un pod. Un pod qui va contenir un ou plusieurs conteneurs. La problématique ici, c'est que si vous supprimez votre pod alors qu'il avait gardé des informations, par exemple, dans var lib, on va dire, oui, allez, MySQL, il avait gardé des informations dans var lib MySQL, mais du coup, ces informations-là vont partir. Et donc, la problématique ici, c'est comment faire en sorte que lorsque mon conteneur soit supprimé, que la donnée persiste pour que le prochain puisse en effet consommer cette donnée-là. Sur Docker, la notion qui a été évoquée, c'est la notion de volume. Et Kubernetes ne fera pas exception. Parce que, in fine, Kubernetes pilote une script, un exécuteur de conteneur, je vais le dire ici, qui lui en effet peut être Docker, peut être Containerd, ou alors même Cryo ou toute autre solution qui existe sur le marché. Donc, il faudrait que Kubernetes soit capable de rendre les données de nos conteneurs persistants grâce à la notion de volume. Maintenant, pour la mise en place de stockage persistant, il y a deux méthodes qui sont utilisées. Et je vais vous présenter les deux méthodes. Alors, la première méthode, c'est tout simplement la notion de volume. J'aime bien dire volume intégré. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que lorsque vous définissez votre pod, dans le manifeste YAML qui va permettre de le créer, vous mettez une section qui permettra en effet de dire quel sera le type de stockage, le type de volume que vous allez consommer. Ça peut être un volume qui se trouve sur un NAS, un SAN, un LUN, un volume dans le cloud, EBS, ou alors, comment on appelle encore, un cluster FS, j'allais dire, Ceph, etc. Donc, globalement, la notion de volume va en effet permettre de dire dans votre manifeste YAML de votre pod que vous souhaitez en effet monter dans le var lib MySQL de votre conteneur le volume qui est là. Ce qui fait que si vous perdez ce pod, quand vous allez créer un pod, ou alors quand ce sera fait de façon automatique si vous utilisez la notion de réplica set, alors on va directement lui attacher ce volume et donc vos données seront en effet persistantes. La problématique avec cette approche, c'est que vous devez anticiper éventuellement le besoin que vous aurez et c'est aux développeurs de penser en fait à ça en amont. Je répète encore. La problématique ici, c'est que lorsque vous définissez votre pod, vous devez mettre les informations liées au volume. Or, le développeur, par définition, ce n'est pas lui qui gère le stockage. Et peut-être qu'il ne sait même pas comment faire pour avoir du stockage de type SSD, de type HDD, parce que ce n'est pas un ingénieur infrastructure. Donc, ça fait en sorte que ça crée une épine dans le pied des développeurs. Quand vous avez de petites équipes
oui, en effet, et de petites infras, c'est gérable pour le développeur de mettre en place des volumes. Ok. Mais sauf que quand vous êtes dans une grande entreprise, ça commence à devenir assez compliqué pour les développeurs eux-mêmes de définir leurs besoins et eux-mêmes de mettre en place éventuellement la configuration pour l'accès à ce volume-là. On se dit, au lieu d'avoir une telle approche, pourquoi ne pas demander aux responsables du stockage de préparer des volumes en amont? Donc, de définir des volumes avec différentes tailles et de qualités différentes. Ensuite, de demander aux développeurs de définir ce qu'on appelle le besoin, le request. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Quand le développeur va définir donc son manifeste YAML, il va dire « j'ai besoin de ça. J'ai besoin d'un stockage de type SSD qui a 10 Go. Et là, on va en effet lui attribuer un volume qui aura été pré-créé. Et ça, c'est le concept de persistant volume. Donc, bien différencier les deux. Lui, il se traite généralement dans le manifeste et est un peu plus laborieux pour nous, chers amis développeurs. Or, là, on dit simplement au développeur, manifeste ton besoin au travers d'une request et ça va être attaché à un volume qui aura été pré-provisionné par nos chers amis opérationnels ou ingénieurs stockage. Cette request qu'il fait, c'est également un objet qu'on appelle un PVC. Persistant volume claim. Le persistant volume que je demande, que je clame. Claim, persistant volume claim. Donc, ici, je vais manifester ma demande. Ma demande va donc donner lieu à l'attribution d'un volume pour mon pod. Le développeur n'a plus à savoir ce qui est derrière. Est-ce que c'est du Ceph? Est-ce que c'est du NAS? Est-ce qu'il me faut l'IP du NAS? Est-ce qu'il me faut l'URL de la LUN? Non. C'est à l'administrateur de provisionner cela. Et comme ça, c'est plus facile. Les développeurs se concentrent sur le manifeste applicatif et ils délèguent la partie gestion du stockage à nos chers amis développeurs. Donc le PVC, c'est le besoin manifesté par le développeur via un manifeste. Ensuite, le PVC, c'est l'objet sur lequel sera attachée la demande du développeur via le PVC. Et dans son pod, il dit simplement, au niveau du stockage, monte mon var lib MySQL sur le PVC-ci. C'est tout. Donc, le besoin est rattaché à un PV. Et in fine, tout ce qui sera écrit dans le conteneur, dans var lib MySQL, sera écrit ici. Mais attention, quand un PVC, par exemple, ici j'ai dit que je veux 10 Go, et que là on a 20 Go et 100 Go, attention, lui, il va faire le meilleur choix. Et donc pour lui, le choix le plus intéressant, c'est donc 20 Go. Ça veut dire que vous aurez à disposition pour ce pod 20 Go et non 10. Vous avez mis un besoin et on y répond d'une façon ou d'une autre. Et dès que un pod a été assigné à un PV, on ne peut plus mettre un autre pod dessus. Et il va consommer directement les 20 Go. Et vous pouvez me demander, mais Tiran, si le besoin évolue, comment est-ce qu'on fait? Vous avez des possibilités de pouvoir étendre ce PV-là afin de pouvoir répondre à l'évolution de l'application. Afin de déterminer quel est le meilleur choix pour que votre PVC soit attaché à un PV, il y a un algorithme qui est mis en place et qui utilise la taille, la storage class, la notion également de label. Bref, on reviendra sur les critères autour de la sélection du meilleur PV pour votre PVC. Donc là, c'est beaucoup plus facile, les amis. Les ingénieurs stockage, ils créent les différents volumes en fonction de certains critères et ensuite, ils disent simplement, formulez votre besoin, précisez ce qu'on appelle la storage class parce que c'est très important. Ils vont créer des classes de stockage, par exemple. Ils peuvent créer une classe de stockage premium parce que c'est sur les disques SSD et une classe de stockage standard à l'intérieur. Donc, quand vous manifestez votre besoin, vous pouvez dire j'ai besoin de 10 Go de stockage premium. Et du coup, ce sera attaché uniquement sur les PV qui auront été créés avec cette storage class.
je ferai une vidéo dans les jours qui viennent sur la notion de storage class. Donc, voilà un peu à quoi ressemble la persistance des données sur Kubernetes et ce que vous devez retenir pendant ce qu'on a deux concepts, les volumes et ensuite les persistants volumes. In fine, derrière, en background, ça reste du stockage que l'on connaît. Ça peut être du stockage cloud, ça peut être du stockage on-premise. Ceph, GlusterFS, NFS, SAN, NAS, bref, même des data stores. Des data stores de VMware peuvent être utilisés comme volume persistant de vos pods. Vous devez d'abord comprendre les concepts. Maintenant, si vous voulez voir la mise en œuvre, j'ai déjà fait tellement de vidéos sur Easy Training concernant cela. Donc, dans la formation sur Kubernetes ou dans la formation de préparation à la CKA, je montre amplement comment le mettre en œuvre. Ici sur la chaîne, je m'hasarde énormément sur les concepts parce que pour moi, c'est de là que ça part. Et ensuite, vous allez dans le concret, vous allez dans la mise en œuvre au travers des formations qu'on a. Et si vous souhaitez aller beaucoup plus loin, il y a le bootcamp DevOps que l'on réalise chaque 2 mois et qui vous permet de passer à une étape au-dessus, à un stade au-dessus. Parce que pendant 3 mois, on vous forme sur les thématiques autour du cloud et du DevOps. Premier mois, Docker Kubernetes. Deuxième mois, Jenkins, GitLab CI. Et troisième mois, Ansible, Terraform. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à nous rejoindre et partager cette vidéo à ceux qui peuvent en effet être intéressés par ces concepts-ci. Et moi je vous dis à la prochaine vidéo, c'était Diarra Tafel, notre formateur passionné.